Bonjour, me revoilà pour la suite. Désolée, mais en fait j'avais plus de place dans mon ordi, du coup ça a coupé, net. Hier. Et je me disais, c'est marrant parce qu'on parle de deux cousins. Et hier, quand j'ai commencé, enfin, juste avant de faire la vidéo, j'étais avec deux cousins. C'était pas mes cousins, mais c'était deux cousins dans la cuisine. Et je me suis dit, oh, serais-je en présence de deux braves chevaliers? Il se peut, il se peut. Bref, là. Après avoir entendu ces paroles, Mordred... Ah, en fait, là, on approche vraiment de la fin, même si c'est que le premier livre, qui fait plus de 1000 pages. On approche du dénouement, hein, là. Il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent au fur et à mesure que j'arrive sur la fin. Donc, on recommence. Après avoir entendu ces paroles, Mordred fut dans un grand embarras. « Seigneur, dit-il, tu diras ce que tu voudras, mais il est impossible que je tue un jour mon père, le roi Lot, car il est mort de vieillesse l'an dernier. Et parce que tu avances de telles idées, on ne peut pas prendre au sérieux ce que tu racontes. De toute évidence, tu as menti à propos de mon père. »« Quoi » s'écria le vieillard. « Tu prétends que ton père est mort ?»« Certes, par Dieu Tout-Puissant, dit Mordred. Crois-tu vraiment que le roi Lot d'Orcanie t'engendra, comme il engendra tes autres frères? Je ne peux en douter. C'est le roi Lot d'Orcanie. » Le vieillard s'avança vers lui et plongea son regard dans celui de Mordred. « Non, dit-il, c'est un autre roi qui t'engendra, de plus grande valeur encore, et qui a accompli plus d'exploits que celui que tu considères comme ton père. La nuit où il t'engendra, il lui sembla, dans un songe, que sortait de lui un dragon qui calcinait toute sa terre et tuait tous ses hommes. Après avoir massacré son peuple et dévasté sa terre, le monstre se jetait sur son père et voulait le dévorer. Mais celui-ci se défendait et le mettait à mort, empoisonné toutefois par le venin et condamné lui aussi à mourir. Tel est le songe qu'il eut pendant son sommeil. Et pour que tu me croies mieux, tu trouveras dans l'église Saint-Étienne de Camelot un dragon que ton père y fit peindre pour avoir la vision de ce songe tous les jours de sa vie. Sais-tu qui est le dragon que ton père vit en rouge? C'est toi en vérité, car tu es un homme sans bonté et sans pitié. Il en est de toi comme du dragon qui est inoffensif quand il commence à voler. Tu n'as pas été cruel dans les premiers temps de ton existence de chevalier, et tu as même été bon et sensible à la pitié. Mais désormais tu seras un vrai dragon, tu ne feras que le mal et tu emploieras toutes tes forces à massacrer les hommes. Que te dirais-je encore? Tu feras plus de mal en un jour que ta parenté ne fit de bien pendant tant de longues années. Et moi-même, qui suis vieux et à qui jamais une arme n'aurait dû donner la mort, je me ressentirai de ta cruauté, car j'ai la certitude que tu me tueras de ta propre main. » Le visage de Mordred était devenu rouge de colère. « Par Dieu, vieillard, s'écria-t-il, tu as menti sur certains points, mais tu as dit la vérité sur d'autres. En disant que tu allais mourir de ma main, certes, tu n'as pas menti, et ta prophétie sera en partie exacte. Par Dieu Tout-Puissant, dit le vieillard, attends au moins que j'ai parlé à Lancelot et à Bohort, ensuite tu agiras à ta guise. Que jamais Dieu ne me vienne en aide, hurla Mordred, si tu mens encore à mon sujet ou au sujet d'autrui. Il dégaina son épée et assena au vieillard un coup si rude qu'il lui fit voler la tête. Le corps du malheureux s'écroula de tout son long, sans plus bouger. « Ah, Mordred !» s'écria Lancelot, « tu as bien mal agi et commis un horrible meurtre en tuant ainsi ce vieillard innocent. Par Dieu Tout-Puissant, cela ne te portera pas bonheur et tu n'en recueilleras que honte et déshonneur. N'as-tu pas entendu quelque diablerie? Quelle diablerie, il me disait? Par Dieu, je regrette de ne pas l'avoir tué plus tôt. Il n'aurait pas raconté tant de sottises. » Lancelot, en regardant le corps du vieillard, s'aperçut qu'il tenait une lettre dans sa main crispée. Il descendit de cheval et sans que Mordred le remarquât, il l'enleva
et la glissa sous son manteau, afin que personne ne la vît. Puis il dit à Mordred, « Désormais, Mordred, tu n'as pas intérêt à te trouver en ma présence, car je serais vraiment trop tenté de te reprocher devant tout le monde l'acte que tu viens de commettre. Va-t'en, laisse-moi seul avec Bohort. » Mordred regarda Lancelot avec une sorte de haine mêlée de crainte. Mais il ne dit rien. Piquant des deux, il s'éloigna et disparut rapidement. Infiniment troublés, Lancelot et Bohort allèrent trouver le prêtre qui desservait l'église, lui expliquèrent ce qui s'était passé et lui demandèrent d'ensevelir le corps du vieillard. Une fois la messe dite et l'absoute donnée, on l'enterra près de la tombe de marbre, à l'endroit même où il avait été tué. Et Lancelot fit placer un panneau sur lequel étaient écrits ces mots. Si j'y un saint homme qui succomba à la colère de Mordred d'Orcanie. Puis, sans même se faire remarquer de Bohort, Lancelot sortit la lettre qu'il avait prise dans la main du vieillard et la déchiffra. Et voici ce qu'il put lire. Téméraire Mordred, de la main duquel je dois mourir, sache que le roi Arthur qui t'engendra dans la femme du roi Lot d'Orcanie ne te traitera pas avec moins de rigueur que tu m'as traité. Si tu m'as tranché la tête, il te percera le corps d'un coup si impitoyable que les rayons du soleil passeront au travers. Dieu ne permettra ce coup hors du commun que pour toi seul, et alors s'effondrera le grand orgueil de la chevalerie de Bretagne. Car, à partir de ce jour-là, personne ne verra plus le roi Arthur autrement qu'en songe. Lancelot lut et relut attentivement la lettre. Ce qu'il avait appris du roi Arthur l'envahit d'une profonde émotion. Il avait en effet la plus sincère affection pour le roi, parce qu'il avait rencontré en lui plus de bonté et de courtoisie qu'en aucun autre homme au monde, et il regretta de ne pas avoir lui-même tué Mordred, autant pour que la prophétie ne s'accomplît pas, que pour le punir du meurtre horrible qu'il venait de commettre. Cependant, Lancelot ne dit pas un mot de ce qui était écrit sur la lettre. Ah, ça va pas. Je suis mal installée. Ce qu'il avait appris du roi Arthur... ah oui. Cependant, Lancelot ne dit pas un mot de ce qui était écrit sur la lettre. Il préférait garder pour lui le terrible secret qui venait de lui être révélé. Mais à présent, il savait qu'il mettait tout en œuvre pour combattre les entreprises de Mordred. Il dit seulement à Bohort qu'il fallait s'efforcer d'oublier la scène pénible dont ils avaient été les témoins. Puis, ils se remirent en selle et chevauchèrent pendant une grande partie de la journée, se reposant à peine près des sources qu'ils rencontraient et s'en allant toujours plus avant dans cette forêt qu'on appelait la forêt périlleuse. Et le soir tombait lorsqu'ils aperçurent, à travers les branches, de grandes flammes et qu'ils entendirent une voix de femme appeler au secours. Ils se précipitèrent tous deux dans cette direction et virent un cavalier qui tentait d'emmener une jeune fille sur sa monture. Celle-ci se débattait et implorait son agresseur de la laisser en paix. Mais quand il aperçut les deux chevaliers, l'homme lâcha la jeune fille et, piquant des deux, s'éloigna au grand galop. Sans plus tarder, Lancelot se lança à sa poursuite. Quant à Bohort, il s'empressa de sauter au bas de sa monture et de porter secours à la jeune fille qui gisait sur le sol, inanimée. Comme il ne disposait pas d'eau, Bohort lui frotta les tempes avec une touffe d'herbe bien verte. Elle ne fut pas longue à reprendre ses esprits. Ouvrant les yeux, elle dit « Béni sois-tu, Bohort, tu m'as délivré de l'odieux personnage qui voulait m'emmener contre mon gré. » « Je n'étais pas seul, répondit Bohort. Lancelot s'est lancé à la poursuite de ton agresseur. Je souhaite qu'il le rejoigne et le châtie de sa méchanceté, s'écria-t-elle. Aucun homme au monde n'est aussi félon que ce Gaulle, fils de Clute. Depuis que ma maîtresse... Ah non. Oh, mince. Depuis que ma maîtresse, Madame Morgane, l'a ridiculisé par le jeu du blaireau dans le sac, il la poursuit de sa haine. Le jeu du blaireau dans le sac. Tiens. Hop. Mais comme ses sortilèges à lui sont moins puissants que ceux de ma maîtresse, il ne peut s'attaquer directement à elle, et il se venge sur les autres. Je te reconnais, dit Bohort.
Tu étais avec Morgane lorsque je vous ai rencontré l'autre jour dans ce pays désertique parsemé de tertres. C'est exact, dit la jeune fille. Ma maîtresse m'avait envoyé porter un message, et c'est au retour que le maudit Gol m'a surprise et a voulu m'emmener avec lui. Sans ton intervention et celle de Lancelot, je crois bien qu'il aurait réussi à m'entraîner dans son repère. Bohort regardait autour de lui. Le feu finissait de s'éteindre. Il n'y avait nulle trace de son écuyer, nulle trace de Lancelot non plus. « Où est ton cheval » demanda-t-il. « Je ne sais pas, répondit-elle. Gol me portait au travers de la selle. Alors, dit Bohort, monte en croupe derrière moi et je vais te ramener chez ta maîtresse. Tu m'indiqueras le chemin que nous devons suivre. Ils partirent immédiatement. La nuit était maintenant très noire, mais la jeune fille le guida à travers les méandres de la forêt, et ils parvinrent bientôt devant un beau château de pierre aux couleurs violettes, et qui devait être le château de Morgane. Lorsqu'ils furent à la porte, la jeune fille appela à haute voix, et on vint leur ouvrir. Bohort fut accueilli en grand honneur. On le désarma. On lui servit en abondance mets et boissons de choix. Et Morgane elle-même vint converser avec lui. Après l'avoir vivement remercié d'avoir délivré sa suivante, elle lui demanda « Quel est le but de ton voyage ?»« Accomplir des actions dignes d'un fils de roi, » répondit-il. Morgane se mit à rire. « Souvent les fils de roi ne ressemblent pas à leur père, dit-elle. Mais je sais, Bohort, que tu es promis à une haute destinée. As-tu déjà entendu parler du Saint Graal ?»« Certes, oui. On raconte à la cour du roi Arthur que Merlin a prédit que le jour viendrait où tous les chevaliers de la table ronde partiraient à la recherche de ce Graal, ce vase qui contient, paraît-il, le sang de notre Seigneur, et qui se trouve caché dans une forteresse inaccessible. Fort bien, dit Morgane, mais je peux te révéler ceci. Tu seras parmi ceux qui découvriront le Graal. Tu ne seras pas le premier, mais tu seras celui qui témoignera des aventures. Sache également que personne ne te reprochera le moindre manquement à la mission dont le destin t'a investi. Bohort demeura songeur. Et Lancelot demanda-t-il. Je n'ai rien à te dire au sujet de Lancelot, répondit Morgane, avec dureté. Quand il fut l'heure d'aller dormir, on conduisait Bohort à une chambre confortable, où il put se reposer tout à loisir. Le matin, il se leva de bonne heure et prit congé de Morgane. « Où vas-tu aller maintenant ?» lui demanda-t-elle. « Je vais retourner à l'endroit où j'ai rencontré ta suivante. Je dois rejoindre Lancelot. » « Il y a beau temps que Lancelot n'y est plus. Si tu veux mon avis, tu suivras le cours de la rivière qui est au pied de ce château et tu descendras le long de la vallée. Il se pourrait que tu sois témoin de bien des merveilles. » Et elle le conduisit à la porte du château, puis le regarda s'éloigner dans la direction qu'elle lui avait indiquée. Après avoir chevauché une partie d'après-midi, il aperçut une grande forteresse, bien orientée, perchée sur un grand tertre, entourée d'une eau profonde et non loin d'un étang qui miroitait au soleil. Rencontrant une vieille femme qui portait un fagot de bois, il lui demanda quel était le nom de cette forteresse et qui en était le maître. « Le nom de cette forteresse est Corbénic, répondit-elle. Quant au maître, il s'appelle Pelès, et il est le roi de la terre foraine. » Bohort poursuivit son chemin jusqu'à l'entrée. C'est alors qu'un homme, monté sur un cheval bai, s'approcha de lui, manifestant d'évidentes intentions hostiles. « Laisse-moi passer, dit Bohort. »« Tu n'entreras pas ici, répondit l'autre, du moins sans m'avoir combattu. »« Puisque tu le veux, bats ton nom, répondit Bohort. Ils se ruèrent l'un sur l'autre. Au premier choc, Bohort fit basculer son adversaire sur le sol. Sautant lui-même au bas de son cheval, il tira son épée et la mit contre la gorge de celui qui gisait à terre. « Je te ferai grâce si tu me dis pourquoi tu voulais m'empêcher de passer, dit Bohort. Je vais te le dire, Seigneur. J'ai à me plaindre de Lancelot du Lac, et je m'étais promis d'attaquer tous ceux de sa parenté. Or, je t'ai reconnu, Bohort de Gaunes, et c'est pourquoi j'ai voulu t'empêcher d'entrer dans cette forteresse. Je m'avoue vaincu. Accorde-moi ta grâce, et je ferai selon ta volonté. Eh bien, dit Bohort, en remettant son épée au fourreau, je veux que tu ailles trouver Lancelot du Lac et que tu t'en remettes à lui. Je le ferai, Seigneur, dit l'autre en se relevant. Quel est ton nom demanda encore Bohort. On m'appelle Brinold du Plessis. Alors va-t'en, et ne te mets jamais plus en travers de ma route. Et Bohort remonta sur son cheval. Il franchit le pont, entra dans la forteresse, s'en alla à travers les rues.
Il arriva ainsi devant un manoir magnifique et mit pied à terre. Aussitôt des valets vinrent vers lui. « Sois le bienvenu, Seigneur, dirent-ils. » L'un d'eux lui prit son cheval, et les autres le menèrent dans la cour du palais où on le désarma. Alors arrivèrent des dames et des jeunes filles habillées de beaux vêtements et d'allure aimable, et qui lui demandèrent d'où il était et quel était son nom. « Je suis de la maison du roi Arthur, répondit-il, et je m'appelle Bohorte de Gonne. Bienvenue à toi, Seigneur, s'écria-t-on de toutes parts. La nouvelle se répandit rapidement dans le palais, chacun d'annoncer « Le cousin de Lancelot du Lac est dans nos murs !» On le fit entrer dans une grande salle ornée de belles boiseries. Puis quelques chevaliers sortirent d'une chambre attenante et vinrent le saluer. Parmi eux se trouvait un grand vieillard qui boitait et qui était soutenu par 2 écuyers. C'était Pélès, le roi de la terre foraine, qu'on appelait également le riche roi pêcheur. Bohorte le reconnut fort bien grâce à la description que Lancelot lui en avait faite. Mais de si loin que le roi aperçut Bohorte, il lui fit joyeux visage et s'écria « Bohorte, sois le bienvenu !»« Seigneur roi, répondit Bohorte, que Dieu te bénisse ainsi que tous ceux de ta cour. » Ils s'assirent alors au milieu de la salle sur une contrepointe de satin et engagèrent la conversation. « Il y a longtemps que je ne l'ai vu et qu'il n'est point reparu à la cour d'Arthur, dit Pélès, et je me demande ce qu'il est devenu. Pour avoir de ses nouvelles, j'ai dépêché des messages à la cour du roi plus de 7 fois en un an. » Bohorte rassura Pélès sur le sort de Lancelot. « J'étais en compagnie de Lancelot pas plus tard qu'hier, dit-il, et je peux t'assurer qu'il est au meilleur de lui-même. Il m'a promis d'être à la cour d'Arthur le jour de la Pentecôte. Je suis sûr qu'il tiendra sa parole. » Pendant cet entretien, sortit d'une chambre la fille du roi Pélès, élégamment et richement parée et vêtue à merveille. Sa beauté éclipsait celle de toutes les autres dames et jeunes filles qui se trouvaient dans le manoir. Elle entra dans la salle entourée d'une nombreuse compagnie. Calmement, en femme courtoise et digne qu'elle était, elle s'avança vers Bohorte, le salua en lui souhaitant la bienvenue, et il répondit à son salut avec la plus extrême gentillesse. Elle s'assit près de lui et s'informa sur celui qu'elle avait grande envie de revoir. Bohorte, qui connaissait l'aventure qu'avait vécue Lancelot à Corbénic, répondit à toutes ces questions et ne manqua pas d'insister sur les nombreuses prouesses de son cousin. Sur ces entrefaites, vint parmi eux un vieux chevalier qui portait dans ses bras un très jeune enfant, d'une 10aine de mois, un magnifique enfant, enveloppé d'une étoffe de soie brochée d'or. « Seigneur, dit le chevalier, tu ne sais pas qui est cet enfant. C'est ton jeune parent que tu n'as pas encore vu à ce jour. Il est issu du plus haut lignage qui soit. C'est ton cousin, n'en doute pas. » Bohorte examina le visage de l'enfant, et plus il le regardait, plus il avait l'impression de voir Lancelot, tant la ressemblance était parfaite. « Qui est-il donc » demanda-t-il. « Seigneur chevalier, lui répondit-on, ne reconnais-tu pas à qui il ressemble dans ton lignage? Examine-le bien, et je serais fort étonné si tu avais difficulté à le reconnaître. » Bohorte se taisait, car il n'osait pas dire ce qu'il pensait. Cependant, comme il ne pouvait se dérober, il finit par lancer. « Par Dieu Tout-Puissant, je ne peux en douter, il ressemble à Lancelot plus qu'à tout autre. »« Tu as raison, dit le vieux chevalier, et c'est bien naturel puisqu'il est son fils, aussi vrai que toi-même tu es le fils de ton père, le roi Bohorte de Gonne. » Cette révélation combla Bohorte d'une grande joie. Il demanda le nom de l'enfant et le vieux chevalier lui dit qu'on l'appelait Galahad. Bohorte se souvint alors que c'était le premier nom de Lancelot avant qu'il ne fût élevé par la dame du lac. Il prit l'enfant dans ses bras, le baisa comme il l'eût fait avec l'être le plus précieux au monde, gagné par une vive émotion. « Seigneur, dit-il, heureuse soit ta naissance. Tu seras, je le pressens, le chef et l'étendard de ton lignage. Béni soit Dieu qui m'a mené ici. Je suis plus heureux de cette nouvelle que si l'on m'avait donné le meilleur château qui fût au monde. » Le prochain chapitre sera les enchantements de Corbénic. Et après, grosso modo, il restera... je suis pressée d'en finir. Un peu. Ah, mais je suis curieuse. La fée des brumes. La fée des brumes. Le siège périlleux. Ouh là là. Ça me rappelle quelque chose. Et le château de Morgane. Oh. Oh. Bon bah voilà, ça y est, je suis toute émoustillée. Bon, bah à bientôt. Hein. Je reviens sûrement tout à l'heure pour
une méga teuf guidance.